Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. De retour sur CNO, nous avons le plaisir d'accueillir Amandine Coupé et Maître Vanco Weinberg. Bonjour à tous les deux. Amandine, votre livre Défaillance médicale, mémoire de terrain d'une maltraitance dissimulée. Vous racontez votre combat dans ce livre. Maxence, votre fils, est autiste. Vous vous en occupez depuis 20 ans. Quelle forme d'autisme souffre Maxence ? Maxence souffre d'un autisme le plus sévère. Donc c'est un type 3 avec des gros troubles du comportement, avec une déficience intellectuelle. Et quand a-t-il été diagnostiqué ? Il avait à peine 1 an. Et comment a débuté la prise en charge lorsque vous avez découvert sa maladie ? Alors, quand on a commencé, quand on a eu le diagnostic, on était dans l'ère de la psychanalyse. Donc, on a commencé notre combat avec Lacan et Freud. Donc, on a eu le droit, en fait, à des psychanalystes qui disaient que son autisme était dû à moi. Le fait que, quand je l'allaitais, je le regardais pas assez, où j'étais trop fusionnelle avec lui, où j'étais trop dans une interdépendance. En fait, on était dans une phase où la psychanalyse régnait en maître. Et on était dans cette forme où la mère était pathogène. Donc on vous a fait culpabiliser quelque part. Mais complètement. Puis quand vous êtes une jeune maman, c'est votre premier enfant, vous avez des pseudo-médecins qui vous disent que de toute façon c'est comme ça, c'est vous qui avez rendu votre fils malade. Bien sûr que vous pouvez que les croire. Mais heureusement que on a eu toutes ces infos outre Kievrin, donc en Belgique, comme quoi l'autisme n'était pas dû à la mère. Mais il y a 20 ans, c'était ça. Il y a 20 ans, l'autisme était dû à une relation trop fusionnelle. Et on n'en parlait pas vraiment encore à cette époque-là. Du tout. On ne parlait même pas d'autisme, on ne prononçait même pas le mot. Pourtant, il y a 20 ans, c'était il n'y a pas longtemps, j'ai envie de dire. On les sent quand même, les 20 ans. Hein. Oui. Mais non, il y a 20 ans, on était loin de ce qu'on a aujourd'hui, c'est sûr. Vous vous êtes rapproché de la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées. Comment vous avez été reçu ? C'est une grande histoire d'amour entre la MDPH et moi. La MDPH a été créée sous la loi de 2005. La loi de l'égalité des chances. Ce que je peux dire, la MDPH, c'est que moi, en 20 ans, j'ai grandi, j'ai appris, pas la MDPH. Elle est restée au point de ce qu'elle est de la loi de 2005. D'accord, elle est restée un peu sur ses acquis. Je ne sais pas ce qu'ils ont voulu faire avec la création de la MDPH. En tout cas, le constat est sans appel de toute façon, puisqu'il y a un grand dysfonctionnement avec cette institution. On est dans un système qui est compliqué parce que nous sommes une région qui est très nombreux. Il y a beaucoup d'habitants dans le Nord et beaucoup de dossiers et pas assez de subventions, pas assez d'argent qui arrive. Donc c'est la première excuse que la MDPH va vous un manque de moyens. Comme partout, ils vont vous dire que comme partout. Mais il y a un système où la MDPH n'est pas très elle est complètement déconnectée de la réalité. Et c'est ce qu'on voit dans toutes les institutions. Ils sont complètement déconnectés de la réalité. Vous n'avez pas été soutenu au côté médical, mais également au niveau du corps enseignant. Parce qu'il y a une institutrice qui n'a pas été bienveillante non plus avec Maxence. Alors, Maxence n'a jamais été dans l'école de la République française. Jamais. Parce qu'à l'époque, ça ne se faisait pas. Parce qu'on avait beau avoir des lois, les lois n'étaient pas appliquées. Et aujourd'hui, Mais des lois à quel niveau ? Vous pouvez peut-être intervenir, maître
Vous pouvez lui passer le micro. Non, des lois, c'est tout simplement que l'enfant âgé de 6 ans doit être scolarisé, c'est une obligation, et le constat qui était fait, c'est que nous, on voulait qu'il soit scolarisé, enfin, la maman, Madame Coupé, voulait qu'il soit scolarisé, et on lui refusait qu'il soit scolarisé. Donc on était vraiment sur quelque chose d'un peu compliqué à comprendre, et il n'y avait pas de place qui était libérée non plus pour Maxence. On a, à juste titre, sollicité que l'État soit reconnu responsable de son manquement à l'absence de scolarité de Maxence. Et l'État, d'ailleurs, il a été condamné. On a eu 2 condamnations. Il a été condamné les 2 fois. Mais au-delà de la condamnation, ce qui est une réalité, c'est qu'il n'a jamais pu être scolarisé. Et je rejoins ce que Mme Coupé a dit. On part d'un constat d'échec, on a une obligation. Alors d'ailleurs, on aurait pu, si on va au bout du raisonnement juridique, lui dire « Mais madame, vous ne scolarisez pas votre enfant ». Bon, ils n'ont pas été jusqu'à les réunir quand même de là, mais on est parti là-dessus. Et face à ce constat-là, on a eu la responsabilité, on a engagé la responsabilité d'État et c'est fait condamner par le tribunal administratif. Donc à l'époque, on ne parlait pas d'inclusion, ni d'accompagnement des élèves en situation de handicap, ça n'existait pas, donc vous vous êtes retrouvée toute seule en fait. C'est ça. Vous avez joué le rôle d'institutrice, de nounou, en fait, même, de docteur en fait aussi, de soignant. À l'époque, j'étais en congé parental, je devais reprendre mon activité. Le problème, c'est qu'aucune nourrice était formée. Donc aucune nourrice n'acceptait de garder Maxence le temps que je reprenne. Au niveau de l'école, de toute façon en maternelle, à l'époque, il n'y avait pas d'obligation scolaire, donc à l'époque, l'obligation scolaire c'était 6 ans. Donc à 3 ans, quand j'ai voulu l'inscrire, l'institutrice elle me dit mais votre fils, c'est à l'hôpital psychiatrique, c'est pas à l'école qu'il faut le mettre. Voilà. Et c'est un peu maladroit quand même. C'est l'éducation nationale. Donc j'ai pas et surtout c'est que j'étais une jeune maman et c'était mon premier enfant et je me dis mais quel avenir je vais lui donner. Et j'étais complètement alors je rentrais j'étais déjà assommée par le diagnostic, j'étais livrée à moi-même déjà pour comprendre le fonctionnement de mon propre enfant qui était différent des autres enfants que je pouvais aller voir au parc. Et j'étais face à un système qui était complètement dans le rejet de la différence. Vous avez placé Maxence, vous avez trouvé un institut en Belgique, à Mons. Une école où ça s'est pas très bien passé en fait. Alors au début tout allait bien. En fait on a médiatisé notre combat juridique sur des chaînes de télé et dans la presse. Et un jour une directrice d'école dans la banlieue de Mons m'appelle, elle me dit écoutez, on a vu votre reportage, nous on a la solution, on peut accueillir votre fils en école spécialisée, on a les ressources, on a le personnel, il rentrera en petite section, puis après il fera sa rentrée, voilà. Donc quand j'ai annoncé, c'était inespéré. Et puis Maxence, il était en demande. Donc c'était un rêve éveillé. Donc il est rentré dans cette école et ça s'est bien passé plusieurs années. Et puis un jour, je rentre du travail, il y a mon téléphone sonne et une éducatrice qui travaille dans cette école m'appelle et elle me dit écoutez, je peux plus me taire, il y a des choses qui se passent dans l'école, il faut absolument que vous réagissiez. Et là elle me raconte ce qui se passe, donc des tas de maltraitance sur plusieurs gamins dont Maxence. Et il était là-bas la journée ou À la journée, il revenait le soir. C'est une école, il partait le matin en taxi, il revenait le soir en taxi, et voilà. Et mais au départ, j'étais dans une espèce de déni. J'y croyais pas. Je lui dis mais c'est pas possible. Elle a un problème avec sa hiérarchie et voilà, il y a un souci. Et elle me disait mais non, elle dit je vous dis la vérité, j'ai tout filmé. Venez chez moi, j'ai les vidéos, je vous fais voir. Et donc je suis allée chez elle. Elle m'a fait voir des vidéos et j'ai appelé Maître Commenberg.
Alors, comment s'est passée votre rencontre avec Maître Van Conenberg ? Alors, mais je rebondis par rapport à ce que vous avez dit. C'est la première rencontre, c'est il peut pas être scolarisé et il peut pas être scolarisé parce qu'il est différent et on oppose en réalité cette différence. Alors on a eu ce côté, il est pas scolarisé, on engage la responsabilité d'État qu'on a eu, ça c'était le premier pendant. Et le deuxième pendant qui était aussi, c'était la discrimination. On est parti là-dessus au départ. Je m'en souviens, ça me revient maintenant. Et on est parti sur du pénal en réalité parce qu'on a considéré que on le discriminait du fait de son handicap. Et je suis autiste, j'ai un handicap, et du fait de mon handicap, du fait que je suis autiste, vous n'acceptez pas que je sois à l'école. Et l'État, en réalité, ils n'avaient pas de place, ils ont reconnu qu'ils n'avaient pas de place, et c'est comme ça qu'il est arrivé à Mons, Maxence. Et c'est vrai que ça a été... alors au début, mais pareil que vous, c'est vrai, déjà on n'y croit pas, parce qu'on est content que ça se passe bien, on est content qu'il ait trouvé une institution, que les transports puissent se faire, et c'est génial. On dit, on a un peu, je suis désolé, mais un peu quelque part, on a gagné. Je dis merde, quoi. Ouais, et là, patatrac. Et ça, la chute, elle est d'autant plus vertigineuse qu'on se rend compte que finalement, c'est une institution qui est là pour protéger les enfants qui ont un handicap. Et ce dossier-là, qui est renvoyé, à un moment, pareil, j'ai le même sentiment. Peut-être que c'est une salariée qui n'est pas contente et qui a peut-être envie de régler ses comptes. Et puis moi, le dossier, il est volumineux. J'ai passé 2 jours quand même à aller voir le consulter. C'était à Mons, consulter le dossier. Et c'est concordant par rapport à d'autres professionnels qui ont été entendus. Et on était vraiment sur de la maltraitance des enfants. Enfin, on parlait d'enfants qui étaient attachés comme ça avec des fils barbelés. À un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Et ça, moi, il y a les témoignages qui sont dans le cadre de la procédure. Mais c'est la Belgique, moi je le dis comme je le pense parce que de toute façon je l'ai écrit, que c'est un véritable business à un moment donné, parce que les enfants français on ne sait pas quoi en faire, on les met en Belgique et puis c'est très bien. Pourquoi on les met en Belgique, les enfants français on a estimé qu'ils avaient plus de moyens en Belgique. On n'avait pas de place. Je rejoins la débat, je viens vous dire, il a un handicap, du coup on va le mettre par exemple à l'IME, ce qui s'était proposé à Maxence. Ok, faut regarder les IME, déjà il y a 20 ans il n'y en avait quasiment pas. Aujourd'hui, il y en a un peu plus, mais c'est pas non plus folichon. Je prends les IME. Il y a en règle générale, sur un IME, place des autistes, vous allez en avoir 6 ou 7, et on parle déjà de gros IME. Je suis à Leucato-Cambrésis, vous avez 6-7 places qui sont faites, pas plus. Et vous avez quand même des places attribuées. Il faudrait que... il n'y a pas de place. Alors que les Belges, eux, viennent dire qu'ils ont des places. Alors à l'époque, ils disaient... Donc l'affaire est belle pour les Français. Mais vous pensez qu'il y a un manque de volonté ? On a dit que l'ARS avait déployé 20 millions d'euros. Comment cet argent ? Alors, l'ARS, c'est ma deuxième histoire d'amour. L'ARS, ils sont déconnectés. Elle est complètement déconnectée. Vous avez Macron qui est sur Jupiter et vous avez l'ARS juste en dessous. L'ARS, ils sont complètement déconnectés de la réalité. Vous les voyez jamais quand vous avez des institutions qui sont pas très loin d'ici, où il y a des faits de maltraitance. Vous voyez pas l'ARS faire des enquêtes. Ça fait peur parce que l'ARS, on dépend quasiment... ils n'avaient même pas compétence à Mons, l'ARS. Nous, on a prévenu le consulat. Le consulat nous a dit oui, on est vigilant. Mais mis à part 2 courriers qu'ils nous ont envoyés, on dit qu'on est vigilant. Ça s'arrêtait là, c'est clair. Et mis à part ça, l'État français ne s'est pas constitué partie civile dans le cadre de cette procédure en Belgique. Ils auraient pu le faire. On s'est retrouvé devant le procureur du roi, vu que ça. Et on s'est d'ailleurs retrouvé avec l'établissement incriminé qui s'est constitué partie civile dans le cadre de ce dossier pour dire ce qui se passe dans notre établissement, c'est quand même pas normal. C'est véridique, c'est du vécu. Donc forcément, à un moment donné, avec un juge d'instruction qui traînait un peu de la patte, un procureur du roi qui vient dire finalement, on a des enfants français, faudrait peut-être pas non plus tuer la poule aux œufs d'or. Ça a été chassé un peu, puis on nous a dit écoutez, on va demander une expertise sur les enfants. La politique s'en est un peu mêlée aussi, peut-être. Mais clairement, on était vraiment dans un incident diplomatique. Oui, parce que ça a été médiatisé en Belgique. En Belgique, la RTBF en avait parlé, et puis on m'avait dit vous imaginez, alors que c'était pas nous en plus, vous avez médiatisé la RTBF, mon Dieu, qu'est-ce qui y va ? Donc on va nommer des experts, mais vu qu'en Belgique on ne paie pas les experts, il n'y aura pas d'expertise, textuellement. Voilà.
Donc on ne paye pas d'experts en On ne Belgique. paie pas les experts en Belgique, on D'accord. demande une expertise, mais vu que les experts, on ne Ah les paie oui. pas, vous n'aurez pas l'expertise, c'est un dossier qui terminera de sa belle mort. Qui était voué Parce à qu'on n'aura pas l'échec. Oui, c'était un peu téléphoné. Ils ont classé au bout de... On y est retourné quand même 3 fois là-bas, tout le monde a été entendu, et ça s'est terminé par le fait que l'établissement, qui a bien évidemment changé de nom, parce qu'il ne faudrait pas faire une mauvaise pub, a assuré que les éducateurs en question avaient suivi une formation préalable pour prendre en charge ce type d'enfant. Voilà. Ce qui renvoie à une chose, c'est qu'à la base, ils n'avaient pas la formation. Ben, voilà. C'est clair. Donc maintenant, en fait, la maltraitance est cautionnée à une formation. Donc maintenant, vous avez une formation, le patching ou pas, cette chose dont on parlait bien mieux que moi, et ça, à l'époque, ils n'avaient même pas tout ça. Donc le métier en général pour encadrer les gamins autistes ou avec un problème, le métier n'est pas, la formation n'est pas complète en fait, j'ai envie de dire. Mais là, ils n'en avaient même pas. On n'en avait pas. Mais c'est du business. C'est du business. Vous avez attaqué l'État, vous pouvez nous rappeler les motifs ? Parce qu'on a attaqué plusieurs fois l'État. Donc, En fait, déjà pour l'histoire, en fait, quand j'ai su, j'ai trouvé Maître Van Commenberg, j'étais une toute jeune maman. J'avais fait une vingtaine de cabinets d'avocats, et tous m'ont répondu que mon affaire était irrecevable. J'avais même appelé à l'époque le bâtonnier je lui ai dit mais il n'y a aucun avocat qui veut mon affaire. Il me dit écoutez, voilà, il m'envoyait royalement chier. Et du coup, je suis allée dans un dernier cabinet. Je lui ai dit voilà, c'est le dernier. Et après j'arrête, tant pis. Et là, il y a un avocat qui sort de son bureau, un avocat senior. On va taire son nom. Hein. Si on peut lui dire. Donc du coup. Et il me regarde et il me dit c'est pourquoi. Et alors je lui explique parce qu'en fait juste avant j'avais appris un texte pour dire voilà, quand j'arrive devant le cabinet ça sort, ça c'est fluide. C'était comme une poésie. Et là cet avocat senior me dit mais c'est pourquoi. Et je lui dis voilà, mon fils n'a pas d'école, voilà. Et il me regarde mais assez brutement, il me dit mais il n'a pas d'école, mais c'est pas un crime, il y a pire dans la vie. Et là, je me rappelle la secrétaire. C'est maladroit aussi. Et là, j'avais 20 rejets derrière d'avocats qui ne me voulaient pas de mon affaire, donc j'étais un peu blindée du discours en fait, de ces propos, mais ça avait choqué la secrétaire. Et la secrétaire, elle me dit, écoutez, moi je peux pas vous laisser comme ça. Elle dit, écoutez, on a un tout jeune avocat qui vient juste d'avoir son diplôme. Elle dit, je vais voir s'il est disponible. Et là, je vois Maître Van Commenberg me donne rendez-vous. Je rentre et là, je suis prête à dire mon discours. Voilà. Et là, rien sort. Rien. C'est terminé. Il n'y a plus rien. Et là, je fonds en larmes. Et là, Maître Van Commenberg me dit, allez, on y va. Deal, on y va. Et ça a commencé comme ça. Et personne n'y croyait à cette histoire. Personne. Moi aussi. Oui, mais j'en ai fait quand même, voilà, on en a fait 20. Et pour ce qui est marrant également, c'est que Maître Van Commenberg s'est engueulé avec ce cabinet. Et mon dossier est resté, du coup, chez cet avocat. D'accord. Et vous êtes parti sans le dossier en fait. Et sans mes coordonnées, du coup. Et donc cet avocat qui m'avait dit que c'était pas un crime d'avoir, de ne pas avoir d'école, parce qu'à l'époque on avait commencé à médiatiser pas mal l'affaire. Cet avocat m'a dit, écoutez, moi je vais reprendre l'affaire. Parce qu'il vous faut quelqu'un de compétent, il vous faut quelqu'un qui a Donc tout d'un coup... non, c'était intéressant. Et il me dit, non, il vous faut quelqu'un qui sait. Maître Van Commenberg, il ne sera pas à la hauteur. Et là, je lui dis, non, c'est celle qui m'a ouvert la porte. Et je lui répète ce qu'il m'a dit, ce que l'avocat senior m'avait dit, voilà, quand il m'a rencontré, il avait une amnésie à cette époque-là. Et il me dit non. Et je lui dis non. Je lui dis, ce sera Maître Van Commenberg.
Personne. Oui, parce que vous avez été le premier à comprendre Amandine. Et vous la suivez depuis combien de temps maintenant? Presque 20 ans. Ouais, on n'est pas loin. Donc, et vous en êtes où alors aujourd'hui avec ce dossier? Bah, on continue le combat parce qu'il y en a toujours, il y en a toujours eu. Hélas, après, parce que je rebondis, on a eu. Alors après, Maxence, lui, bah, il n'a plus d'école. Ça, je m'en souviendrai toute ma vie, hein, je vous l'ai dit, hein, parce que Madame Coupet, elle a présenté un projet qui était. Votre projet, il est top. De prise en charge, du coup, au domicile, au sein du domicile de Maxence, qu'on a dû présenter à MDPH, qui a été balayé d'un revers de main, et on est passé au recours départemental. Et là, je me souviens de toute ma vie, c'était à Valenciennes, avec une table immense, ils étaient une vingtaine, je leur ai même fait la réflexion, bah, vous êtes plus nombreux que la cour d'assises, on ne sait pas qui est là-dedans. Elle a défendu, vous avez défendu, et ce jour-là, je faisais plante verte. Elle a vraiment défendu son projet qui était génial, avec tous les intervenants qu'elle avait mis, et on s'est quand même fait bananer, parce qu'ils avaient décidé que, non, qu'il fallait pas, et puis surtout, le problème, c'est que Madame Coupet avec Maxence, c'est toujours l'arbre qui cache la forêt, parce que derrière il y en a plein, et puis c'est une histoire qui en appelle d'autres, et puis vraiment il y a beaucoup de cas comme ça. C'est pas un cas isolé, faut pas se dire à un moment donné non, c'est pas vrai, ça c'est complètement faux. Il y en a beaucoup qui se taisent, ça c'est une certitude, et elle se tait pas, donc forcément des fois ça coince, donc il l'aime pas forcément, mais elle a le courage de parler. Donc on a eu ça. Et après, fallait aller défendre le nerf de la guerre pour les PCH, pour la hache, pour toutes ces choses-là, parce que il fallait bien payer l'éducateur sportif, il fallait bien payer tout ça. Et on a dû passer devant le pôle social à nouveau. Il s'est fait expertiser, je me souviens, par le docteur Fornet qui venait dire voilà, vu qu'on est sur quasiment un 24-24, mais alors finalement on n'a pas eu le 24-24, mais on a eu à peu près bon an mal an, ce qui permettait à minima de compenser le handicap et puis la prise en charge de Maxence. Mais bon, ça a été. En fait, on n'a jamais arrêté. Finalement, quand on regarde, on n'a jamais arrêté. Donc, on disait tout à l'heure que vous avez attaqué l'État, donc vous avez gagné, c'était pour quel... On a gagné les 2 fois, c'est parce qu'il n'était pas scolarisé en France. Oui, d'accord. Ça, on a gagné. On a gagné parce qu'il n'était pas pris en maternelle, donc on a gagné, et il n'a pas été pris au primaire, et ça, on a gagné. Sur la discrimination, ils ont renvoyé en indiquant que pour eux, ça ne constituait pas une infraction pénale, et du coup, ils nous ont renvoyé au bout de quelques années d'instruction. C'est parti quand même jusqu'au ministère, cette histoire-là. On a eu un rapport qui avait été fait du ministère où ils ont classé, et on a eu l'affaire en Belgique du Clerlogis qui est le procureur du roi n'a pas entendu donner suite malgré les demandes d'instruction qui avaient été faites, les demandes d'instruction supplémentaires qui avaient été sollicitées par le juge d'instruction. Écoutez, à un moment donné, c'est un peu Don Quichotte cette histoire-là. On a tenu quand même quelques années, et puis je vous l'ai indiqué, ils sont partis sur d'autres formations, ils ont changé le nom de l'établissement, et c'était très bien comme ça, circuler, messieurs, dames, il n'y a plus rien à voir. Et on est revenu en France, c'est là qu'on a fait le combat avec l'MDPH, le recours départemental, le pôle social. Alors on les a gagnés ces dossiers-là. Et où en est Maxence aujourd'hui ? Alors Maxence, il est en prise en charge libérale, donc il fait de l'athlétisme. Il a eu un problème de santé il y a 3 ans, qui a amené du coup un refus d'accès aux soins. C'est pour ça que j'ai pu publier ce livre. Mais j'aime beaucoup embêter le monde, et aujourd'hui on va avoir du coup l'handibloc, le premier handibloc. Vous pouvez expliquer ce que c'est ? Alors l'handibloc, c'est un parcours dans un centre hospitalier qui va être spécialisé dans le handicap, notamment sur le TSA sévère. Donc ça veut dire que Maxence, il va avoir une anesthésie générale, et ils vont lui faire toutes les consultations qu'on ne peut pas avoir en libéral. Comme l'ORL, c'est impossible d'avoir Alors déjà, trouver un ORL, c'est compliqué, mais ne serait-ce que pour faire la séance d'ORL pour Maxence, c'est impossible. Donc au niveau dentaire, au niveau... du coup, là, il a un problème au niveau digestif parce qu'il a eu un Helicobacter pylori il y a 3 ans qui n'a pas été diagnostiqué à temps à cause des médecins qui ont tout mis sur l'autisme. Donc il va avoir un espèce de bloc
réservé pour lui et ce sera les médecins qui vont être là au même moment, au même endroit. D'accord. Ce qui va permettre d'éviter du coup des maladies, qu'on faire la passe sur une maladie qu'il a. Et ça va le libérer. Voilà, on va pouvoir rétablir le droit fondamental à l'accès aux soins. Donc, Maxence fait du sport, hein, il est sportif, je crois. Hein. Il fait de l'athlétisme. Il adore courir. Amandine, votre livre Défaillance médicale, mémoire de terrain d'une maltraitance dissimulée, il est accessible où ce livre? Alors pour l'instant sur Amazon. D'accord. Donc on peut se le procurer sur Amazon. D'accord. Est-ce que vous avez, maître Amandine, quelque chose d'autre à rajouter? Je pense que aujourd'hui, Maxence, la vie qu'il a aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à Maître Van Covenberg. Parce qu'il a fait énormément. Il vous a bien soutenu. Hein, il a fait énormément. Et je pense qu'il y a 20 ans, ça a été un coup de chance de rencontrer ce jeune avocat inexpérimenté. Il est toujours jeune. Non, c'est bien que ça se soit passé comme ça. Et je pense que dans la vie, on fait des rencontres et qu'il y a des combats. Enfin, moi, c'est mon ADN, le combat. Et quand on a des belles choses comme ça, bien évidemment, on se pose pas de questions, on y va. Et c'est plus le cœur qui parle. Parce que c'est une belle aventure. Et moi, j'ai vu une mère qui s'est dit un jour, ce que je vis est injuste. Et en plus, la réponse que j'ai, elle est tout autant. Et on peut pas renvoyer quelque chose comme ça. Je trouve que c'est pas moralement, c'est critiquable. Et juridiquement, c'est l'est tout autant. Voire même plus. Donc ce parcours-là, il est bien, et puis c'est un enfant il est ce qu'il est, mais la prise en charge aujourd'hui, elle est en fonction de ce qu'il est, et on pouvait pas le mettre comme ça à l'index et dire que finalement, voilà, c'était pas entendable, donc c'est bien que ça se passe comme ça. Donc le combat continue. Voilà. C'est ça. Oui, bien sûr. Eh ben, merci à tous les deux, Amandine, Maître, merci à tous les deux pour votre intervention. Votre intervention était très utile pour raconter votre combat et l'autisme et tout ce qui va avec, les difficultés à soigner. Et voilà. Merci à tous les deux. Merci. À vous aussi, au revoir. Les agitateurs, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. Vous avez la possibilité de nous suivre sur Facebook Live et YouTube Live. Retour du Réveil en Rire présenté par Patrick jusqu'à 13h sur CNO. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.